Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission qui est diffusée à présent sur la plateforme viragedigital.fr, une diffusion en direct où vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité du jour qui est Christophe Guillarme. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc je rappelle que vous êtes directeur informatique de AB Télévision. On parlera donc dans quelques instants de l'industrie de la vidéo, ou plus exactement comment s'adapter à ces évolutions quand on est DSI, ou du moins du côté de la DSI. Mais tout de suite, je vous propose de passer à la première rubrique de cette émission, la revue de presse. Première info de la semaine, Grenoble École de Management et Hardis Group lancent une formation en ligne sur la transformation digitale. Sur la forme d'un MOOC mis à la disposition gratuitement, cette formation portera sur la transformation digitale des services et des entreprises. À destination des professionnels, il a pour objectif de permettre aux apprenants de comprendre l'impact du digital sur les services, comprendre donc l'impact sur l'entreprise, mais également sur le marketing, le design, l'industrialisation, la production, la qualité des services et bien évidemment sur l'humain. Ce cours sera disponible pendant 4 semaines et vous pouvez dès maintenant vous y inscrire sur la plateforme futurelearn.com. Deuxième info de la semaine, en ce moment cela ne vous aura pas échappé, c'est la période du Black Friday. Le Black Friday en tant que tel tombera ce vendredi, à savoir le 25 novembre. Née dans les pays anglo-saxons, cette tradition consiste à proposer des offres commerciales très avantageuses au début de la période des achats de Noël. Cette tradition gagne de plus en plus l'Europe. Attendez-vous donc à voir fleurir des offres sur les principaux sites de vente en ligne que vous consultez d'ici à vendredi et jusqu'au 28 novembre. Attention, c'est addictif. Et une nouvelle enfin qui ne va pas ravir les publicitaires, plus d'un internaute français sur 3 a installé un bloqueur de publicité sur son ordinateur. L'information vient d'un baromètre réalisé par Ipsos Connect pour l'IAB et celui-ci montre que le recours au bloqueur de publicité a fortement augmenté ces 10 derniers mois. La publicité est jugée trop répétitive, encombrante, mal contextualisée ou encore pas assez originale. La crainte pour ces données personnelles est également mise en avant, mais il reste de l'espoir car ils sont près de 59% à désactiver occasionnellement leur bloqueur sous la contrainte des sites internet essentiellement. Voilà pour l'info de la semaine, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Le débat qui sera aujourd'hui plutôt un entretien, donc nous recevons Christophe Guillarme qui est donc le directeur informatique de AB Télévision. Rebonjour. Rebonjour. Et on va parler donc de l'évolution du marché de la vidéo. Comment est-ce que la DSI répond aux nouveaux enjeux en fait de l'évolution du marché de la vidéo. Peut-être un petit rappel aujourd'hui de l'activité de AB Télévision. Donc AB Télévision fait partie de Groupe AB qui a 3 métiers, l'édition de chaînes de télévision avec 17 chaînes thématiques payantes. Donc les plus connus AB1, AB Moteur, RTL9, Science et Vie Télé en partenariat avec la revue Science et Vie d'ailleurs, Trek, Crib District et Ultra Nature, la dernière née en 4K. Deuxième métier, la production audiovisuelle, essentiellement des documentaires. Et troisième métier, qui est B2B exclusivement, qui est la distribution. Et alors comment est-ce que le numérique impacte ces différents métiers aujourd'hui chez AB Télévision ? Le numérique impacte totalement le métier de la DSI puisque nous sommes passés d'une gestion cassette traditionnelle à une gestion de fichiers complète. Ça veut dire que nous avons eu affaire à un passage manuel de la cassette vers un passage totalement informatisé et avec une explosion du stockage, du réseau et des liaisons vers l'extérieur pour transférer tous ces fichiers. C'est-à-dire qu'avant, donc, le métier d'AB Télévision, c'était ou de créer des fichiers vidéo ou de diffuser des fichiers vidéo, et quand on devait se les transférer, en fait, on les enregistrait sur une cassette, et ensuite la cassette partait chez celui qui l'avait acheté ou celui qui vous amenait, ou celui qui vous envoyait le contenu, vous l'envoyez sous forme de cassette. Aujourd'hui, tout ça est désinformatisé, et ça crée de nouveaux enjeux pour la DSI derrière. Tout à fait. Avant, on travaillait en cassette, donc la DSI ne voyait quasiment pas le métier, du coup, puisque la cassette était manipulée par tous les gens du monde de la vidéo, d'une régie à une autre, d'une régie à la diffusion. En deuxième étape, comme tous nos confrères, on a fait de la cassette avec une diffusion en fichier, une transformation de la cassette au dernier moment sur un fichier pour le diffuser. Et maintenant, c'est du fichier de bout en bout. Et donc, du coup, la DSI est intervenue petit à petit dans les métiers. Jusqu'à devenir indispensable, en fait, parce que finalement, elle est au cœur de... Enfin, elle fait partie de ceux qui créent le fichier, même s'ils ne créent pas le contenu, vous créez le fichier qu'on va diffuser. Nous, on ne traite jamais le contenu, c'est certain. On ne traite que les octets
en tant que tel, donc groupés en fichiers, et on apporte le stockage, le réseau qui va avec, pour que tous les utilisateurs puissent travailler ces fichiers du début donc de la réception à la fin, à la diffusion. Alors justement, si on rentre dans le détail, donc trois enjeux, le stockage, le réseau et ensuite le transfert ou réception, livraison. Si on commence par le stockage, on parle de fichiers vidéo, c'est des fichiers lourds. Comment est-ce qu'on les stocke, ces fichiers ? On les stocke sur des plateformes un peu spécialisées et le plus simple à notre sens, nous, a été de choisir du Software Defined Storage, donc avec des éditeurs comme Scality en partenariat avec HP par exemple, qui nous permettent d'avoir des stockages qui peuvent s'agrandir à volonté en fonction de l'activité. Quand on parle de fichiers vidéo, juste pour pour comprendre, c'est combien de gigas, combien de téras ou combien de mégas ? Je ne sais pas comment on parle de vidéo. Quand on parle de vidéo professionnelle, on va parler pour des fichiers très standards, donc qui ne sont pas d'une exceptionnelle qualité, mais qui sont dans une qualité nécessaire pour travailler. On est environ à 30 gigaoctets par heure de contenu. Ce qui va très très vite nous amener à des téraoctets de stockage, voire des pétaoctets de stockage, somme qu'on a atteinte régulièrement depuis longtemps. Donc aujourd'hui, vous êtes à des pétaoctets. Pétaoctets, pour ceux qui ne sauraient pas, et ce que je ne savais pas avant l'émission, c'est 1000 téraoctets, qui est lui-même 1000 gigaoctets. Tout à fait. Et donc vous gérez plusieurs pétaoctets de stockage. Il y a plusieurs pétaoctets de stockage au sein de Groupe AB. Oui. Et que je comprenne bien, du coup, ça n'est pas stocké au sein de AB Télévision, vous avez externalisé, si je puis dire, pour pouvoir justement continuer à avoir cet espace de stockage qui se crée au fur et à mesure. Non, il est bien chez nous. Il est bien chez nous. On avait essayé de regarder l'externalisation, comme toute DSI qui a un œil sur le cloud. C'est pas possible réellement aujourd'hui, ça demande de trop grosses liaisons ou des temps d'attente trop longs pour transférer les fichiers, et c'est incompatible avec le métier en fait, aujourd'hui. Peut-être que dans 2, 3, 5 ou 10 ans, ça sera le cas, ça marchera bien, mais là on est obligé de revenir à un stockage chez nous, donc à sécuriser chez nous, dans plusieurs bâtiments et ainsi de suite. Qu'on visualise un petit peu, du coup, les étagères en fait, de cassettes ont été remplacées par des data centers qui tournent, j'imagine, 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'arrêt dans le monde de la télévision. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est la hantise de tout le monde d'ailleurs. Et donc on stocke ces fichiers, mais on les stocke pourquoi alors ? Parce que j'imagine que c'est pas une salle d'archives, c'est des fichiers qu'on va chercher régulièrement. Notamment, on parlait d'évolution du marché de la vidéo, 2 évolutions majeures, qui sont plus ou moins les mêmes. Il y a le streaming déjà, donc on peut consommer sur Internet, et on peut consommer ce qu'on veut, quand on le veut, c'est-à-dire que même quand un fichier, en fait, ou quand un documentaire ou un film est diffusé à la télévision, il faut très rapidement que l'utilisateur puisse le retrouver sur un site Internet ou même sur sa télévision via sa Livebox, d'où l'intérêt de stocker ces fichiers, mais il faut ensuite réussir à la mettre à disposition du consommateur le plus rapidement possible et sur toutes les plateformes sur lesquelles il pourrait se rendre. Tout à fait. Donc le stockage, pourquoi stocker ? Ça correspond déjà au stockage pour notre premier métier de diffusion, fabrication de la chaîne et diffusion de la chaîne. Donc il faut stocker les fichiers pendant tout le temps pendant lequel on a les droits déjà. Et puis notre deuxième métier qui est la distribution nous oblige à stocker les fichiers sur long terme, puisque là les contrats de distribution sont des contrats de long terme. Donc du coup on est bien obligé de garder les fichiers puisqu'il faudra tôt ou tard, et le plus tôt est le mieux, les vendre à nos clients, donc, bien sûr. Donc il faut avoir le fichier. Voilà. Après, en ce qui concerne l'utilisation du fichier, on va avoir plusieurs cas. On a le cas interne, donc fabrication du fichier pour la diffusion, création de bandes-annonces et tous les habillages de chaîne. Donc il faut avoir le fichier pour pouvoir l'utiliser, le traiter. Et tout ce qui est soit VOD, soit replay, où en fait on a un traitement relativement similaire, qui consiste à prendre le fichier source, donc de grande taille, et le transcoder dans des fichiers de taille plus raisonnable, et ensuite l'envoyer sur des plateformes, soit des plateformes qui nous appartiennent, soit des plateformes de partenaires, soit les plateformes des FAI qui répercutent notre offre, de manière à ce que l'utilisateur puisse regarder ses replays. C'est un monde qui est uniformisé, le monde de la diffusion vidéo. Quand je parle uniformisé, c'est en termes d'extension ou d'extension, ou de format de fichier. C'est-à-dire que moi, imaginons, j'ai un point MOV sur mon ordinateur, je peux l'envoyer sur toutes ces plateformes-là sans contrainte. Il y a peu de chances qu'il marche. Il y a peu de chances qu'il marche. Non, c'est pas encore tout à fait uniformisé. On retrouve certains formats de façon régulière, que ce soit côté broadcast, que ce soit côté des régies pour transformer les fichiers, mais il y a encore beaucoup de différences. Et le simple fait de voir un fichier, son nom et son extension, typiquement sur un ordinateur, ne préjuge pas de son contenu en termes techniques.
Donc ça nous oblige à pas mal de manipulations et surtout à des choix de traitement ou de non-traitement de certaines qualités de fichiers. Donc ce que je comprends bien, si je reprends l'exemple du point MOV, c'est qu'il peut y avoir 10 points MOV différents que moi, néophyte, je ne verrai pas, mais que la technique pourra identifier avec différentes qualités d'image ou de son. Tout à fait, on peut avoir du son différent. Quand vous avez un point MOV, typiquement, vous ne savez pas combien il y a de pistes son dedans. C'est pas marqué. Il faut aller lire à l'intérieur. Alors, sur un player, on va dire standard de PC d'utilisateur, on voit les pistes son. Mais on ne sait pas toujours comment elles sont organisées, par exemple. On ne peut pas toujours savoir quel est le type de vidéo à l'intérieur. Et ça demande un gros travail à la réception des fichiers, de détecter tous ces cas possibles pour dire on sait traiter, on ne sait pas traiter. On stocke ou on renvoie en demandant un autre format de fichier, par exemple. Et donc, j'en reviens à ma question initiale. Du coup, AB Télévision produit énormément de contenu, mais le distribue, le vend ou non, à un certain nombre de partenaires, donc d'acheteurs ou partenaires. Quand vous livrez ces fichiers, vous livrez toujours au même format ou les demandes sont différentes en fonction des partenaires ou des acheteurs? Généralement, on essaye de livrer au format demandé par le client. Qui est systématiquement le même ou c'est des Non, demandes régulières? chaque client a son format, ça dépend de ses qualités, de la qualité qu'ils veulent, ça dépend de leurs outils, de leur façon de travailler. Et nous, on essaye de fabriquer le fichier qui leur correspond, puisqu'en fait, ils achètent quand même un petit peu ça. Ils achètent le contenu, mais aussi la facilité à traiter le fichier quand il arrive chez eux. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc AB Télévision, c'est 19 chaînes qui produisent du contenu en continu et qui ensuite le mettent à disposition d'autres. Comment est-ce qu'on organise sa DSI pour stocker autant de contenu et pour délivrer autant de contenu et pour, comme vous le rappeliez tout à l'heure, traiter autant de contenu? On automatise un maximum de choses. On n'a pas trop le choix, puisque manuellement, c'est juste impossible. Beaucoup trop de fichiers, 17 chaînes, multipliées par le nombre d'opérateurs chez lesquels on distribue nos chaînes, ça donne le nombre de fichiers pour les replays, qui est assez impressionnant. Donc du coup, on automatise totalement les transformations de fichiers, les envois de fichiers, et cette automatisation chez Groupe AB, elle a la particularité d'être fabriqués par nos techniciens, par nos développeurs. C'est-à-dire que vous créez les logiciels qui vont traiter les fichiers automatiquement. Tout à fait. Ceux qui pilotent les traitements, c'est-à-dire que nous ne transcodons pas nous-mêmes le fichier, nous avons des plateformes dédiées pour ça. J'imagine qu'on ne peut pas transporter chaque jour, chaque fichier, les 17 chaînes dans tous les formats. Non, mais les automates qui vont prendre le fichier dans son stockage initial, l'amener pour un traitement, récupérer le traitement sorti, le fichier traité, l'envoyer à l'étape suivante, ce sont des outils qu'on a fabriqués nous-mêmes parce que historiquement nous développons nos outils internes. Un point qu'on n'a pas encore traité et que nous allons traiter maintenant, donc on parlait des différents enjeux, on a parlé du stockage, on a parlé du transfert, on parlait également du réseau. Donc le réseau, j'imagine que ça rejoint la nécessité de pouvoir transférer ces fichiers qui sont lourds. Quel est l'enjeu réseau de la DSI ? L'enjeu réseau, il était relativement simple, c'est de passer du gigabit seconde par exemple, qu'on trouve classiquement partout, au 10 gigabits seconde. Donc c'est une évolution qui est très très sensible puisque ça change les types d'équipements, ça change le type de câblage. Et donc ça permet de transférer des plus gros fichiers plus rapidement. En fait, le but du jeu, c'est de gagner du temps sur le temps de transfert. Le temps de transfert est un temps entre guillemets perdu puisqu'on ne peut rien faire avec le fichier pendant qu'il est en cours de transfert. Bien sûr. Certains outils savent le lire, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc il faut minimiser les temps de transfert entre le stockage par exemple et une régie qui va prendre un fichier pour en extraire des petites parties pour faire une bande-annonce. Et ce temps-là, il faut aller très vite. Il faut le minimiser. Il faut le minimiser. Et du coup, comment est-ce qu'on le minimise ? On fait appel à des réseaux spéciaux, on installe des infrastructures particulières dans l'entreprise ? Déjà, on repense un peu le réseau pour minimiser les distances et les sauts entre les différents lieux de traitement. Et puis, on migre vers une solution 10 gigabits. C'est relativement classique aujourd'hui, on en trouve chez tous les constructeurs, mais ça nécessite une réflexion de parties de réseau, ça nécessite de changer un certain nombre d'outils actifs, comme les switches et des choses comme ça. Et ça, c'est la grosse évolution qu'on est obligé de faire en arrivant avec les fichiers, quoi. Alors pour bien comprendre, donc une solution 10 gigabits par exemple, ça va me permettre de transférer combien de gigaoctets ou combien de téraoctets, si on peut parler en téraoctets, je ne sais pas. C'est pas tellement comme ça qu'il faut calculer, parce que même sur une liaison, votre liaison ADSL à la maison, vous pouvez transférer des quantités de données importantes pour peu que vous ayez le temps.
Que j'ai 24 heures ou 48 heures devant 24, moi, 48, effectivement. 72 heures, peu importe. Et que mon ordinateur s'éteigne pas avant ou ne tourne pas en veille. Ou Tout ce genre à de fait. choses. Et donc du coup, nous, ce qui compte, c'est que sur une liaison 10 gigabits, on va 10 fois plus vite que sur une liaison gigabit, tout en restant dans un monde relativement standard. Aujourd'hui, il y a d'autres normes qui sortent, le 100 gigabits qui est encore excessivement cher puisqu'il y en a très peu sur le marché. Il y a du 40 gigabits qui est plus réservé aux alentours du stockage. Il y a d'autres normes qui sont en train de sortir pour aller un peu plus vite que le gigabit, mais pas autant que le 10. Si on revient à l'évolution du marché de la vidéo avec donc on a dit que le fichier remplaçait la cassette. La cassette est totalement morte aujourd'hui ou on continue à l'utiliser? Il en reste. Il en reste. Il en reste. On continue à enregistrer sur des bandes et ensuite à envoyer par coursier ou par la poste, je sais pas. Après, transporteur, coursier, peu importe, c'est une question de logistique. Mais il reste un peu de bandes, en effet. On a quelques clients qui veulent encore quelques bandes parce qu'ils ont une infrastructure qui leur permet de traiter plus vite la bande que le fichier. Il y a des clients étrangers qui n'ont pas totalement migré vers le fichier aussi. Donc on reste avec la bande. Et puis historiquement, on a encore une toute petite partie, il est vrai, mais du patrimoine qui est sur de la cassette, qu'on n'a pas repassé encore en mode fichier, puisqu'il faudrait faire pas mal de travail dessus, quoi. Et si on regarde vers l'avenir, est-ce que vous voyez... parce que dans cette émission, en fait, quand on parle de virage digital, on voit, mais c'est plus du point de vue du consommateur, que la tendance est vers la personnalisation de l'expérience utilisateur. Si on reporte ça sur la vidéo, on a vu qu'il y avait plein de formats différents en fonction des demandes différentes. Est-ce que vous voyez à l'avenir une profusion encore plus grande de formats vidéo ou au contraire une uniformisation pour pouvoir permettre plus d'échanges plus facilement ? Je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va s'uniformiser. Au même titre que la cassette était uniforme à l'époque, il y avait 2 ou 3 standards, on va dire. Je pense que le fichier, tout doucement, va s'uniformiser parce que les professionnels ont besoin de ça pour travailler. Et surtout pour avoir des infrastructures qui soient rentables, qui ne coûtent pas trop cher. Donc petit à petit, les gens vont se mettre d'accord sur les formats. Il y a déjà un certain nombre de formats qui sont presque standardisés, hein, qu'on reconnaît. Le format MXF, par exemple, qui est un container. Dedans, on peut mettre des vidéos, du MPEG 2, du H264, des choses comme ça, qui sont déjà bien standardisées. D'accord. Mais ça n'empêche pas de recevoir de temps en temps des fichiers qu'on qualifie chez nous d'un peu exotiques, on se demande ce qu'il y a dedans, et surtout on se demande comment ils ont été faits, mais ça va disparaître avec des pré-réglages applicatifs, des pré-réglages matériels. Je pense que tout ça va disparaître tranquillement, mais il y en a encore pour un petit moment. Ça arrive d'être surpris de recevoir un fichier, comme on dit, exotique, et de se dire qu'est-ce que je vais en faire de celui-là, je l'ai pas traité ou je ne sais pas comment le traiter. On fait le maximum dans ces cas-là, mais oui, ça arrive même régulièrement. Il n'y a pas de norme mondiale en fait entre les non, il n'y a différents aucune pays. norme. Non. Et en fait, tout le jeu, c'est de négocier avec son fournisseur qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme fichier. D'accord. Nous, on cherche un format qui nous arrange, le fournisseur cherche à vendre le format qu'il a sous la main, entre guillemets. Bien sûr, donc c'est un peu le jeu, c'est moi je veux ça, non tu auras comme ça, je l'ai pas ailleurs, voilà. Et donc petit à petit ça s'arrange, on voit que les négociations sont moins difficiles qu'il y a 2 ans par exemple, 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans c'était un peu le mode panique, le fichier, soyons clairs. Tout le monde faisait tout et n'importe quoi, on avait... des fichiers qui arrivaient, on ne savait pas les traiter, quoi. On ne savait même pas comment ils avaient pu être produits. Donc, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est bon, tout doucement, ça devient homogène, on a des formats. Quand on parle, les gens comprennent. Surtout, c'est que les gens, au début, il y a 3-4 ans, les gens ne comprenaient pas quand on parlait fichiers, ils ne comprenaient pas le vocabulaire inhérent au fichier, quoi. Et là, maintenant, ça s'installe dans l'activité. Maintenant, ça s'installe, les notes qui permettent d'échanger le type de format voulu se standardisent aussi, les termes se standardisent, et donc ça va nettement mieux, quoi. Et ça va donc vers plus d'uniformisation et donc un milieu plus homogène. Merci beaucoup Christophe Guillarme. Merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur informatique de AB Télévision. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous invite à retrouver le replay dès ce soir sur la chaîne YouTube de Décideur TV, mais également et surtout sur viragedigital.fr, ainsi que sur les sites partenaires de l'émission, à savoir IT for Business, ZDNet, PC Expert ou Silicone. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h, pour un nouveau numéro de Virage Digital. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.